Soirée spéciale consacrée naturellement au drame d'hier et aux conditions de travail dans la police. 24 heures, un peu plus maintenant, après la mort d'Éric Masson, ce jeune brigadier de 36 ans qui a donc été tué hier à Avignon. Il était le père de 2 petites filles. Un hommage lui sera rendu à Avignon dimanche. Et le 19 mai, une marche blanche sera prévue à Paris. On va revenir sur ce drame et sur ces circonstances avec autour de la table Perrine Salé, qui est porte-parole de l'association des femmes des forces de l'ordre en colère. Bonsoir, merci d'être là. Christophe Rouget également, syndicat des cadres de la sécurité intérieure, vous-même commandant de police, bonsoir. Maître Le Borgne, Jean-Yves Le Borgne, avocat pénaliste, bonsoir maître, bonsoir. Merci d'être avec nous. Et William Molinier, journaliste police-justice de TF1 et LCI, bonsoir à vous. Bonsoir Julien. William, on va commencer par réécouter, si vous le voulez bien, un extrait de la conférence de presse du procureur de la République tout à l'heure. Il a donné des détails sur les circonstances de l'assassinat. Écoutez, parce que son récit est encore plus glaçant et terrible que ce qu'on croyait hier. Que le brigadier de police Éric Masson et son collègue se sont mis en surveillance et ont assisté à ce qui ressemblait à un échange de produits stupéfiants entre une femme et 2 individus. Afin de matérialiser la transaction de stupéfiants à laquelle ils venaient d'assister, mais sans vouloir pour autant éveiller l'attention du revendeur, ils ont commencé par suivre discrètement l'acheteuse, et laquelle empruntait une rue transversale à la Rutière, puis la rue Rateau. C'est à cet endroit, donc rue Rateau, que le brigadier Éric Masson s'est porté à hauteur de la cliente en question, qu'il a fait état de sa qualité de policier, et à ce moment-là, celle-ci a reconnu sans difficulté avoir acheté de la résine de cannabis qu'elle lui a présentée. C'est à ce moment-là que 2 individus se sont avancés en direction des 2 policiers, et que l'un d'entre eux, qui portait une sacoche en bandoulière, leur aurait demandé ce qu'ils faisaient là. Le brigadier Éric Masson se serait avancé dans sa direction, tandis que son collègue serait resté en retrait à une quinzaine de mètres de là avec la cliente qui venait d'être contrôlée. Éric Masson aurait alors décliné sa qualité de policier, mais l'individu à la sacoche s'emparait immédiatement d'une arme de poing et faisait feu sur lui à 2 reprises, l'atteignant au thorax et à l'abdomen. Le collègue du brigadier Masson déclinait lui aussi sa qualité de policier et ripostait en tirant 2 coups de feu en direction du meurtrier, lequel parvenait néanmoins à s'enfuir, tout comme son comparse, qui lui s'était tenu à distance de la scène. Les services de secours étaient immédiatement alertés, mais en dépit des massages cardiaques qui lui étaient prodigués, le brigadier Éric Masson est décédé sur place quelques minutes plus tard. Ça paraît tellement invraisemblable qu'on a du mal à y croire, William Molinier. Pour qu'on soit sûr d'avoir bien compris, la personne qui tire n'est même pas menacée, si j'ose dire, d'arrestation. Elle revient pour tuer le brigadier. C'est exactement ce que vient de dire le procureur. Oui, il y a 2 choses terribles. D'abord, la première scène, c'est-à-dire que ces policiers partent d'initiative pour faire de la surveillance sur ce point de deal qui a été signalé. Et là, ils s'aperçoivent donc effectivement d'une transaction entre une femme et 2 hommes. Et ils vont, comme ça se fait mais habituellement dans ce genre de situation, suivre l'acheteuse pour obtenir du renseignement, c'est-à-dire qui vous a fourni, auprès de qui vous avez acheté cette barrette de shit. Et une fois qu'ils arrivent sur place, là, il y a 2 personnes qui se rapprochent et qui lui demandent « mais qu'est-ce que vous faites là ?» Lui décline sa qualité de policier et c'est à ce moment-là précisément que 2 coups de feu sont tirés. Est-ce que ça vous surprend ce récit, Perrine Salé, ou bien est-ce que ça correspond à ce que racontent les policiers de plus en plus quand ils rentrent de leur service ? Malheureusement, c'est quelque chose c'est une mission qui est totalement banale. C'est une mission qui fait le quotidien des policiers, où je pense que n'importe quel fonctionnaire de police peut se retrouver dedans. Par contre, le point qui est un peu plus extraordinaire, c'est cette intention de tuer. C'est cette volonté de... Tirer pour tuer, oui. C'est tirer pour tuer. Hein. Enfin, de toute façon, je pense qu'il n'y a pas de débat à partir du moment où on tire à plusieurs reprises en direction d'un individu et en le visant au thorax, c'est qu'on souhaite le tuer. Oui. Et c'est malheureusement ce qui s'est produit. Mais surtout, il y a cette volonté d'aller à la rencontre du fonctionnaire de police. Souvenez-vous, hein, pour l'affaire d'Herblay, c'était exactement la même chose. On a des individus qui viennent directement voir les policiers. On a des individus qui veulent vraiment leur mort parce qu'ils sont policiers et uniquement pour ça. Ça en dit long, Maître Le Borgne, sur l'état d'esprit de certains dealers aujourd'hui. En gros, c'est « viens pas sur mon territoire, qui que tu sois, y compris policier, sinon tu meurs ».
Ah oui, on a le sentiment, dans le cas qui nous est présenté, qu'on connaît d'une manière très sommaire, mais à travers l'exposé du procureur de la République, il n'y a pas de raison. Il n'y a jamais de raison dans un homicide. Mais là, encore moins. Parfois, il y a des explications. Ouais. Et là, on ne comprend pas, puisque effectivement, le tireur et celui qui l'accompagne ne sont pas menacés. Et au contraire, c'est eux qui, semble-t-il, sont menaçants à l'égard de ces policiers dont ils considèrent la présence comme incongrue et scandaleuse. Il y a une sorte de champ réservé, de territoire gardé. C'est évidemment, je dirais, une sorte d'état d'esprit un peu nouveau. Enfin, on entend parler, les policiers le savent sans doute mieux que moi, mais on entend parler de lieux qui sont des lieux où l'ordre normal républicain n'existe pas. Visiblement, c'est une triste et tragique illustration. Expliquez-nous, Christophe Rouget, pourquoi les policiers suivent la consommatrice et non pas les dealers. C'est habituel, c'est procédural? Oui, c'est procédural, c'est terrible ce récit, parce que nous avons tous fait, policiers, des dizaines, des centaines de fois ce type de contrôle. C'est banal, mais nous avons prévenu depuis longtemps. C'est extraordinaire, mais nous avions prévenu. Nous ne sommes pas surpris, parce que les policiers, aujourd'hui, ils sont la cible d'attaques tous les jours. Vous avez des vidéos qui circulent où les patrouilles sont attaquées à coups de pavé. Vous avez des policiers qu'on attaque avec des mortiers, des commissariats qui sont attaqués la nuit. Vous avez pris d'assaut, on l'a vu à Champigny, par exemple. Des affiches où on marque mort ou vif dans les halls d'immeubles. Donc nous ne sommes pas surpris, d'autant que dans le milieu de la drogue, il y a eu un bouleversement. Ces méthodes-là, les armes comme ça, les règlements de compte, les bagarres à coups de revolver entre gangs, les kidnappings, tout ça c'était réservé à la mafia, au grand banditisme. Et aujourd'hui, ça s'est démocratisé et le petit dealer de quartier qui a accès facilement à une arme utilise les mêmes méthodes que les grands mafieux d'autrefois. Et c'est dramatique et les policiers paient un lourd tribut. Et ce soir, malheureusement, nous sommes tristes suite à cet essai. Vous avez parlé du contexte de guerre contre la drogue. En l'occurrence, c'était un point de deal de cannabis. Il se trouve que le cannabis est par ailleurs dans l'actualité parce que le débat sur la légalisation revient. C'est vraiment une coïncidence, mais un rapport a été rendu hier, un rapport parlementaire qui préconise la légalisation sous conditions strictes et très encadrées du cannabis. Il y a l'une des deux rapporteuses de ce texte qui est avec nous, qui est la députée de La République En Marche, Caroline Janvier. On voulait vous entendre, Caroline Janvier, parce qu'évidemment, votre rapport tombe à un moment très, très particulier. Est-ce que, c'est difficile à dire, mais est-ce que la légalisation aurait pu, sinon empêcher ce drame, mais du moins éviter qu'on reproduise ce genre de situation de tension qui peut arriver sur des drames? Est-ce que c'est aussi ça, éventuellement, l'objectif d'une possible légalisation? Alors très honnêtement, je trouve toujours dangereux de légiférer et de prendre des décisions lourdes sous le coup de l'émotion et de l'actualité. Évidemment, ce qui vient de se passer, je crois, émeut l'ensemble des Françaises et des Français. Et nous devrons aussi en savoir un petit peu plus pour bien comprendre ce qui s'est passé à ce moment-là. Moi, ce que je propose dans ce rapport, c'est en effet de mettre en place une légalisation régulée pour que l'État reprenne le contrôle, d'une part d'un point de vue sanitaire de ce qui est consommé et puisse faire respecter l'interdiction de la vente aux mineurs, que ne respectent évidemment pas les dealers, et par ailleurs que l'on cesse, que l'on puisse lutter davantage contre les violences et la criminalité qui sont associées au trafic en encadrant finalement eh bien, à la fois la production, la vente, mais aussi la consommation de cannabis. On a des résultats là-dessus, on peut comparer avec certains pays qui ont franchi le pas? Tout à fait. On a beaucoup d'exemples, notamment dans un certain nombre d'États américains, mais aussi au Canada, qui a légalisé en 2018 et qui a réussi, en légalisant, à faire baisser la consommation des plus jeunes, des 15-17 ans, et à reprendre le contrôle, là encore, de réseaux criminels, même si il ne faut pas non plus croire que la légalisation résoudra tous les problèmes et qu'on arrivera à résorber l'ensemble des trafics, mais en tout cas, ça permet en effet de diminuer la criminalité et de faire baisser les violences. Merci beaucoup, Caroline Janvier. Christophe Rouget, au lendemain de ce drame, est-ce que vous ne vous dites pas peut-être qu'effectivement ça permettrait d'empêcher de créer des moments de tension et de drame comme celui-là?
Une chose est sûre, ce sera aux citoyens de décider par leur vote s'ils veulent légaliser ou non le cannabis. Il faut regarder ce qui se fait dans les autres pays. Aujourd'hui, pourquoi nous sommes les premiers consommateurs en Europe de cannabis? Qui peut le dire? Je ne sais pas. Une chose est sûre, c'est que la lutte, elle est difficile, que nous avons échoué dans cette lutte. Aujourd'hui, c'est une bataille parce que ce trafic, il gangrène notre société, notre démocratie. Mais vous ne prenez pas position sur le fond, vous dites c'est aux citoyens de trancher et nous on appliquera quelle que soit la décision, nos policiers. Les policiers républicains, ils appliquent la loi qui sont votées par le Parlement. Moi, ce que je peux dire, c'est mon quotidien de policier. C'est que malheureusement, j'ai vu beaucoup de jeunes mourir à cause du cannabis sur des accidents de la route, dans des règlements de compte, dans des meurtres. Et aujourd'hui, le cannabis, il explose. Il est 6 fois plus puissant qu'il y a 20 ans. Quel cannabis on va légaliser? Peut-on aujourd'hui dire qu'on veut baisser les cigarettes en France? Le trafic explose de cigarettes qui viennent de l'étranger. Oui. Et en même temps dire, en termes de sanitaire, il faut autoriser le cannabis. C'est difficile. Il faut avoir une... Mettre le bord de votre avis là-dessus. Écoutez, j'entends ce que dit la parlementaire sur l'idée que le trafic diminuerait et que peut-être, parce que là on est dans la conjecture la plus totale, des tragédies comme celle qui nous préoccupe ce soir n'arriveraient pas. C'est une hypothèse, ce n'est qu'une hypothèse. Mais parce que l'on n'a pas pu juguler un trafic, faut-il pour autant dire on va le rendre légal? Au fond, on supprime le délit, mais on ne supprime pas le fait qui le constitue. Et ce fait-là n'est pas un fait neutre, car on sait quels sont les ravages en termes de psychopathologie du cannabis. Vous citiez, commandant, à juste titre, les accidents divers, variés et parfois gravissimes qui interviennent, mais il y a aussi tous les problèmes de comportement, tous les problèmes de marginalisation de ceux qui, surtout parmi les très jeunes, se livrent à cette consommation. Alors, mon sentiment premier, je ne le cache pas, c'est que cette légalisation m'apparaîtrait un peu comme une façon de baisser les bras. Un renoncement. Oui, ce qui ne doit pas exister, ne doit pas exister. Ne faisons pas tout à coup cette sorte de jeu un peu de dupe qui consiste à transformer ce qui ne devrait pas être en chose ordinaire. Allez, on va revenir sur la traque du côté d'Avignon dans quelques instants. On ira voir où en est l'enquête. Vous restez avec nous tout de suite. Édition spéciale au lendemain de la mort d'Éric Masson, brigadier de la police abattu à Avignon par un dealer. La traque se poursuit, on fera le point dans quelques instants. Perrine Salé est avec nous, porte-parole de l'Association des femmes des forces de l'ordre en colère. Également Christophe Rouget pour le syndicat des cadres de la sécurité intérieure. Maître Jean-Yves Le Borgne, avocat pénaliste, et William Molinier pour TF1 et LCI. L'émotion est évidemment très forte encore ce soir du côté d'Avignon, dans ce quartier de la rue des Teinturiers, qui est un quartier normalement plutôt tranquille. Vous voyez ici ces images tournées devant le commissariat avec des bouquets de fleurs et des bougies, et ses collègues qui se rassemblent comme ils se rassembleront dimanche à Avignon et le 19 mai pour une marche blanche à Paris. Écoutez la tristesse et l'effroi de certains riverains. Une mère de famille. Un mari, il était jeune. Mon mari est policier. Je comprends pas qu'on tue une personne pour une histoire de drogue. Pour nous, ce qui s'est passé hier soir est indescriptible au niveau de la douleur, et surtout un hommage aux forces de l'ordre qui, en ce moment, je pense, paie un lourd tribut. Et du coup, ça nous a énormément touchés. C'est traumatisant, quoi. C'est vraiment... J'ai pas de mots. Et on reste à Avignon avec Alexandre Malessan. Avignon où se poursuit évidemment la traque. Alexandre, on sait que des moyens très importants sont déployés. Où en est-on ? Effectivement, un dispositif assez important a été déployé depuis hier soir. Ce sont donc plusieurs dizaines de policiers qui sont détachés exclusivement sur cette affaire. Parmi eux, une trentaine d'enquêteurs spécialisés. Il y a également des renforts qui viennent des villes de Nîmes, de Marseille ou de Montpellier. Parmi ces renforts, on peut compter la brigade de recherche et d'intervention, la police judiciaire, mais aussi le RAID pour retrouver ces deux suspects. Les deux suspects, donc le meurtrier du policier ainsi que son complice qui était présent
lors du meurtre. Alors nous, cela fait plusieurs heures maintenant que nous sommes à Avignon. Nous avons pu discuter avec des habitants et deux sentiments surgissent, l'émotion évidemment, et puis aussi la colère de voir prospérer en plein centre-ville d'Avignon et même aux alentours des trafics en tout genre, et puis en particulier le trafic de drogue jusqu'à ce drame qui est survenu hier. Et puis l'émotion par exemple devant le commissariat de la police d'Avignon. Vous pouvez le voir juste devant le bâtiment, des bouquets de fleurs ont été déposés. Plusieurs anonymes, plusieurs entreprises de la ville sont venues rendre hommage à Eric M, le policier qui est tombé. Puis tout à l'heure, aux alentours de 20h, une dizaine de policiers sont venus rendre un dernier hommage, se sont rassemblés et ont inscrit le prénom Eric avec des bougies pour rendre un dernier hommage à leur collègue qui a été tué hier soir. Merci beaucoup Alexandre. Aux côtés de Soisy-Coulier, colère des policiers d'autant plus grande qu'ils ont le sentiment d'une forme de laxisme de la part des autorités judiciaires lorsqu'ils sont pris pour cible. Nivine Potros, qu'est-ce qui est prévu pour les attaques des membres des forces de l'ordre et est-ce que ces peines sont appliquées ou pas ? Alors pour les violences commises sur une personne dépositaire de l'autorité publique, que ce soit un policier ou un gendarme, la loi prévoit 3 ans de prison et 45 000 € d'amende si la victime a une incapacité totale de travail de moins de 8 jours, 5 ans de prison, 75 000 € d'amende pour les cas les plus graves. Et évidemment, il y a des circonstances aggravantes, 15 ans de prison si les violences sont commises avec une arme ou dans un guet-apens, 20 ans de prison en cas de mutilation ou d'infirmité permanente, 30 ans de prison si les violences sont commises en bandes organisées, réclusion criminelle à perpétuité en cas d'assassinat. Et avec la loi sécurité globale, cet arsenal judiciaire il a été renforcé avec notamment la création d'un nouveau délit, 5 ans de prison pour provocation à l'identification si vous publiez par exemple une photo ou les coordonnées d'un policier. Et puis avec cette loi sécurité globale, les remises de peine pour les détenus condamnés pour violence contre les forces de l'ordre ont été supprimées. Voilà pour la théorie, mais est-ce qu'en pratique, les personnes sont vraiment condamnées ? Alors c'est difficile d'avoir des chiffres exacts, mais quand on prend la dernière affaire médiatisée, l'attaque de Viry-Châtillon, on constate qu'il y a un écart flagrant entre les peines encourues et les peines prononcées. Pour rappel, 13 personnes étaient sur le banc des accusés. 8 des prévenus ont été acquittés, les 5 autres ont été condamnés à des peines de 6 à 18 ans de prison alors qu'ils encouraient la réclusion criminelle à perpétuité. Merci beaucoup Nivine. Perrine Salé, on sent que cette affaire de Viry-Châtillon, on l'entend depuis hier, hein, elle a vraiment constitué un traumatisme, un électrochoc pour les policiers dans leur rapport à l'institution judiciaire. C'est un traumatisme évident puisque c'était aussi une affaire de surveillance, d'une caméra de surveillance. Donc déjà une mission ubuesque, ridicule, où des fonctionnaires de police ont été pris à partie parce que là encore, on est sur une zone de trafic de stupéfiants. Et là encore, l'uniforme police n'est pas apprécié, voire est devenu une cible. Ils en ont payé le prix et continuent de le payer aujourd'hui. Et continuent d'avancer avec des séquelles, un traumatisme fort. Mais ça a été aussi le point de départ d'une mobilisation de fonctionnaires de police hors cadre des syndicats pour crier leur colère parce qu'il y a une espèce d'inertie continue qui fait que les choses ne bougent pas, que leurs conditions de travail sont toujours très mauvaises, qu'ils sont toujours, entre guillemets, mal aimés par une certaine frange de la population qui continue de sévir, et bien évidemment maintenant avec une violence qui s'accroît de plus en plus et qui vient même viser nos familles. Maître Lebord, vous qui avez plaidé dans ce genre d'affaires, est-ce que cette impression d'une forme de laxisme de la justice, c'est un fantasme ou ça correspond à une réalité ? Je crois que c'est un fantasme. D'ailleurs, il faut rappeler que la décision concernant la tragédie de Viry-Châtillon est une décision de cour d'assises des mineurs et que l'excuse de minorité diminue les peines par 2. Oui. Et qu'en plus, il y a eu 2 condamnations à 18 ans, ce qui n'est quand même pas rien. Mais voyez-vous, au-delà de ce constat qui m'amène aussi à dire que quelle que soit la douleur, et je la comprends, des policiers devant ce qui se passe en ce moment, il n'y a pas de droit d'exiger une peine particulière. La nature même de l'institution judiciaire, c'est qu'elle permet de faire en sorte que la société échappe à la vengeance. Ce ne sont pas les victimes, si respectables que soit leur douleur, qui doivent
prononcer la peine, c'est la justice, avec la distance, avec la froideur. Et puis surtout, je vais vous dire, je pense qu'on est enfermé dans notre pays, pas seulement les policiers, d'ailleurs beaucoup d'autres personnes, on est enfermé dans cette équation qui me paraît complètement fausse en disant plus on tapera fort, moins il y aura de délinquance ou de criminalité. Je ne le crois pas du tout. L'effet dissuasif de la peine existe d'autant moins que la plupart du temps, ceux qui passent à l'acte prévoient de ne pas être pris. De telle sorte que la peine, dont d'ailleurs ils ignorent la nature, quand j'entendais la belle explication qu'a donnée votre consoeur tout à l'heure sur les peines prévues, je me dis, bah oui, mais ils ne le savent pas, ceux qui commettent des crimes, ils ne les connaissent pas, ces peines. Il faut sortir de cette équation et trouver une autre réponse. Je le dis depuis longtemps, la réponse prison est une réponse insuffisante. Il faut autre chose, il faut une mise à l'écart de la société. Pour certains. Que répondez-vous à ça, Christophe Roger? On a entendu pas mal de vos collègues dire, pour ceux qui agressent des policiers, qui tentent de les tuer ou qui les tuent, il faut la perpétuité réelle. Il faut une réponse pénale qui soit adaptée aux situations. Et là, en l'occurrence, on voit bien sur le tableau qui était présenté ce qui est prévu, ce qui ensuite est la peine qui est effective et celle que la personne va faire. Et là, on a des grosses différences. C'est pour ça qu'on veut toute la transparence sur cette réponse pénale en France. Mais là où nous avons échoué, c'est sur tout ce qui est la récidive, les multirécidivistes qui gangrènent nos quartiers au quotidien. C'est un échec de tous les gouvernements qui se sont succédés. Nous avons 5% des individus qui font 50% de la délinquance. Comment, l'autre jour à Rennes, on avait un exemple, un individu de 34 ans qui avait été condamné 28 fois. 28 fois. Ce n'est pas possible d'avoir ce genre d'individus. On le voit tous les jours dans les faits divers, des individus qui sont en permanence condamnés et qui sont dehors. Donc il faut que les peines soient effectuées. Et il faut que nous luttions mieux contre ces délinquants qui pourrissent le quotidien des Français. Et comment on fait pour éviter les multirécidives? Est-ce qu'il faut plus de places de prison, tout simplement? Il faut plus de places de prison. Simplement vous rappeler une petite chose, commandant. Il existait jadis ce que l'on appelait la relégation et qui consistait, alors, soit à faire une peine de prison supplémentaire, soit encore, dans un premier temps, à être relégué au sens propre, c'est-à-dire à être envoyé dans un territoire du bout du monde et ne pas pouvoir déporté, quoi. Oui, enfin, le mot est tellement connoté que je ne veux pas employer celui-là, parce que quand on évoque ces pratiques anciennes, qui d'ailleurs étaient abominables, en ce sens qu'elles étaient organisées d'une façon absolument scandaleuse, mais la mise à l'écart d'un certain nombre d'individus dangereux ne suppose pas nécessairement qu'on les traite avec un mot qui mériterait celui de déportation, de telle sorte que, je dis, il faut de l'imagination au pénal et pas seulement du quantum pénal. On rappelle aussi que tout ça se passe dans un contexte particulier, contexte de haine anti-flic, pour dire les choses. Il y a eu l'attentat de Rambouillet il y a une semaine. Et puis après, on a vu des noms de policiers affichés dans des halls d'immeubles ou bien ce genre de choses. William Molinier, ça se multiplie. Ça, Magnanville, partout. Magnanville, c'est la tuerie d'un couple de policiers chez lui. Et puis ACAB, All Cops, Arbastard. On montre ça parce que c'est tout récent, mais ça fait des mois que ça dure, ce climat-là. Oui, il suffit de lire la presse quotidienne régionale pour se rendre compte que des faits d'agression de policiers, d'élus, de pompiers, de gendarmes, c'est absolument quotidien. Juste simplement sur Viry-Châtillon, je pense que ce qui aussi n'a pas été forcément très bien compris par ceux qui dénoncent ou qui trouvent que ce verdict est injuste, c'est l'individualisation de la peine. C'est-à-dire que sur un groupement de personnes, d'une dizaine de personnes, tous cagoulés, la justice individualise la peine, sauf que effectivement il y a certains qui considèrent que la personne qui était à côté de la voiture, qui n'a rien fait pour sauver les policiers, mais qui faisait partie de ce groupement, mérite la même peine que celui qui a envoyé le cocktail Molotov à l'intérieur. Perrine Salé, comment vous le vivez en famille, ce climat anti-flic dont on a vu la montée depuis plusieurs mois et plusieurs années? Déjà, c'est une vérité. Malheureusement, ce que les syndicats de police, associations et nous, aujourd'hui, familles, dénonçons depuis des années maintenant, ce n'est pas un mythe, c'est une vérité, c'est un fait. Il y a cette montée en puissance un peu décomplexée et qu'on a laissé faire, qu'on a légitimé avec une certaine complaisance, une forme de haine anti-flic. Dès lors que l'uniforme est porté, dès lors qu'il y a cette représentation d'autorité, les individus deviennent des cibles de violence. Ça se traduit par quoi aujourd'hui? Est-ce que, par exemple, les enfants des policiers, aujourd'hui, on ne leur dit pas que les parents sont policiers? Alors, c'est même pire que ça aujourd'hui, c'est que
certes, nous, famille, on va demander aux enfants de taire le métier de papa ou de maman parce que ça peut mener à quelques représailles. Mais malheureusement, quand aujourd'hui, certains souhaitent se venger du fonctionnaire de police ou de gendarmerie, des enfants sont même caillassés dans leur cours d'école. Aujourd'hui, dans notre association, on a des femmes qui s'inquiètent de voir leur nom, leur domiciliation et la profession de leur époux inscrits aux bancs municipaux. Aujourd'hui, ça vaut aussi des menaces de mort dans vos boîtes aux lettres. Ça vaut des menaces de mort sur votre porte de domicile. Ça vaut aussi des menaces de mort quand vous osez l'affirmer, comme moi ou comme la présidente de l'association Femmes des Forces de l'Ordre en colère. Ouais. La profession, notre qualité de femme de flic, ça nous vaut des menaces de mort qui ne sont pas prises au sérieux par la justice ou alors qui sont prises au sérieux mais qui ne vont mener à rien parce qu'aujourd'hui on n'a pas les moyens de protéger nos familles tout simplement. Christophe Rouget, c'est quelque chose que vous avez vu monter beaucoup, qui explose depuis plusieurs mois, ou bien nous on l'a pas vu, mais la loupe médiatique est plus forte ces derniers temps? Oui, la loupe médiatique, les réseaux sociaux aussi font que nous voyons ces choses, mais nous l'avons vu petit à petit venir. Ça fait 30 ans que nous voyons ce délitement et que nous voyons aussi ce laxisme de la société. Je dis parfois, quand vous avez un maire comme le maire d'Étampes qui organise une marche blanche au mois de janvier, parce que 2 individus trafiquants de drogue, lourdement condamnés, fuient à minuit un contrôle des gendarmes, se tuent sur une nationale dans leur véhicule en fuyant ce contrôle, on organise une marche blanche, on paye l'enterrement, mais quel signal envoie-t-on aux citoyens? Quel signal envoie-t-on aux délinquants? Quand vous avez des hommes politiques qui disent qu'il faut désarmer les policiers, quand vous avez des actrices, des chanteurs qui disent, qui discréditent sur des faits divers l'ensemble de la profession, oui, vous favorisez des passages à acte, vous favorisez la haine, et donc certains surfent sur ça et se sentent plus aptes à passer à la violence. Alors concrètement, que faire pour tenter de reprendre le contrôle sur le plan de la sécurité? Patrick Stefanini est avec nous, haut fonctionnaire, et notamment directeur de campagne de François Fillon dans votre carrière politique. Entre autres missions, vous en avez eu beaucoup tout au long de votre carrière. On entend Patrick Stefanini depuis hier, toutes les déclarations, toute l'émotion, mais on a l'impression que les politiques depuis longtemps maintenant parlent dans le vide. Est-ce que c'est le cas ou pas de votre expérience de l'intérieur de la machine? Non, je ne crois pas. Simplement, je pense que notre système de sécurité est arrivé un peu au bout du rouleau. D'abord, je voudrais vous féliciter pour le reportage qui a été diffusé à partir de 20h30, qui était exceptionnel et criant de vérité. Ensuite, j'ai été très frappé par ce qui a été dit par un de vos invités ce soir, à savoir que le drame d'Avignon, il se produit au fond dans des circonstances assez banales, à l'occasion d'une tentative d'interpellation ou en tout cas d'interrogatoire d'une consommatrice à la suite d'un échange avec un trafiquant. Et cet acte, il est assez banal et il vire au drame parce que les gens qui dealent aujourd'hui, les gens qui sont dans le trafic, ils sont devenus beaucoup plus dangereux que dans le passé. Et donc ça veut dire que nos policiers, auxquels il faut en permanence rendre hommage, parce qu'ils font un métier extraordinairement dangereux, ils sont exposés aujourd'hui à des risques beaucoup plus importants que par le passé. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Je crois d'abord qu'on a un problème d'effectifs. Les effectifs de la police nationale et de la gendarmerie ne sont aujourd'hui plus adaptés à l'intensité des dangers, à l'intensité des actes de délinquance, à l'intensité de la violence qui caractérise aujourd'hui la société française. On sait que depuis 20 ans, les agressions contre les personnes ont considérablement augmenté en France. Je crois qu'il faut en tirer les conséquences et qu'il faudrait inscrire dans la durée, et je ne mets ici en cause la responsabilité d'aucun gouvernement en particulier. Je crois qu'on est en face d'un phénomène qui dure depuis 15 ou 20 ans. Il faudrait bâtir un plan sur 10 ou 15 ans d'augmentation régulière, systématique et poursuivie d'augmentation des effectifs de la police et de la gendarmerie. Deuxièmement, on a un problème d'organisation. Le ministre de l'Intérieur nous dit que la lutte contre le trafic des stupéfiants, c'est devenu aujourd'hui une guerre. Mais quand on fait la guerre, il faut s'organiser pour faire la guerre. Et au fond, dans le drame d'Avignon, ce qui est frappant, c'est que ce policier, il se fait, excusez-moi, il se fait tirer
j'allais dire, on n'a pas le sentiment qu'il soit vraiment couvert, on n'a pas le sentiment qu'au moment où il intervient, il soit protégé par plusieurs de ses collègues en capacité de riposter immédiatement et de neutraliser ou d'interpeller le tueur. Et donc on voit bien qu'on a un problème d'organisation et notamment un problème de répartition des missions entre ce que fait la police nationale ou la gendarmerie, ce que font les polices municipales et ce que font les agents de sécurité privée. Et j'espère que le Beauvau de la sécurité permettra non seulement de mettre sur la table ce problème, mais de mettre sur la table de véritables solutions. J'en profite d'ailleurs pour dire que la loi sur la sécurité globale qui a été récemment adoptée marque incontestablement un progrès en ce sens, mais il faudrait aller beaucoup plus loin. Et enfin, le troisième problème, c'est le problème de la réponse pénale. Et oui. C'est le problème de la réponse pénale. Et pour ma part, je ne mets pas du tout en cause ce que certains appellent parfois le laxisme des magistrats. Mais en revanche, je pense que la justice, pas seulement d'ailleurs la justice pénale, mais la justice civile également, manque dans notre pays cruellement de moyens. Il y a des comparaisons, notamment des comparaisons européennes, qui sont sans appel. En France, quand on compare le nombre de magistrats dont nous disposons, par exemple, par rapport à 100 000 habitants, à ce qui se passe en Allemagne, eh bien, nous avons 3 fois moins de magistrats que dans un pays comme l'Allemagne, qui est notre voisin, et qui, grosso modo, en termes de développement économique, est à peu près au même stade que nous. Donc, nous avons en France un problème global de régalien, et il faudrait vraiment que les arbitrages budgétaires qui vont être rendus dans les prochaines années prennent en compte l'insuffisance des moyens consacrés à la police, à la gendarmerie, à la justice dans notre pays depuis des années. Merci beaucoup Patrick Stefanini pour avoir été avec nous en direct. Évidemment, ce n'est pas vous, Maître Leblanc, qui allez dire le contraire de ce que vient de dire Patrick Stefanini. Bien sûr que non, et j'approuve ce qu'il vient de dire, sous une réserve néanmoins. Je pense que l'argument quantitatif, l'importance des effectifs, c'est clairement une nécessité, surtout en ce qui concerne la police et la gendarmerie. Pour la magistrature, ce n'est pas en doublant les effectifs qu'on réglerait le problème. Mais je crois qu'il y a aussi, au-delà du quantitatif, un problème qualitatif. Et le problème qualitatif, c'est que ça fait plus d'un demi-siècle qu'on considère, par exemple, que l'ordre est méprisable, que ceux qui veulent le faire respecter sont des empêcheurs de tourner en rond, qu'il est interdit d'interdire, en gros. Si vous voulez. Et là, il faut de temps en temps, même si je suis un farouche partisan de la liberté, se rendre compte qu'il faut respecter l'ordre, parce que l'ordre, c'est votre liberté, c'est la liberté de mon voisin, et qu'en réalité, sans ordre, il n'y a plus de liberté. Et que, par exemple, la police, elle doit être regardée avec respect. Le respect, ce n'est pas de la dévotion, ce n'est pas de la soumission. Le service public qui consiste à garder la paix, car le policier, selon la vieille formule, c'est le gardien de la paix. C'est pas quelque chose de méprisable. Alors bien sûr, il empêche un peu de faire n'importe quoi. C'est une brimade, mais cette brimade-là, c'est la liberté de l'autre. Et cette agression, elle s'est déroulée dans un contexte où les questions de sécurité sont de plus en plus présentes dans l'opinion. Elles joueront certainement un rôle très important dans les prochaines élections, régionales et présidentielles, évidemment. Regardez d'ailleurs ce sondage, c'est le sujet le plus cité par les Français quand on leur demande quel est le moteur de leur vote. Et voilà, on donne différents items, différents critères, et c'est la sécurité qui arrive largement en tête, et on voit que ça continue à augmenter, plus 5 points depuis janvier. D'ailleurs, au Rassemblement national, on l'a bien compris, vous allez voir l'affiche de Jordan Bardella qui mène la liste en Ile-de-France, le choix de la sécurité, alors que la sécurité, on le rappelle, n'est pas une prérogative de la région. Et du côté du garde des Sceaux, on parle plutôt de sentiment d'insécurité, ce qui a évidemment alimenté la polémique. C'est très difficile de trancher entre la réalité des chiffres sur la sécurité et le sentiment d'insécurité. Nevin Potros a essayé de le faire. Quel est votre verdict, Nevin ? Effectivement, c'est très compliqué car derrière ces mots délinquance, sentiment d'insécurité, il y a des chiffres et des indicateurs très différents. Si on regarde par exemple le nombre de personnes victimes de coups et blessures, le chiffre a quasiment bondi de 30%. On est passé de 198 à 258 000 victimes en seulement 10 ans. Alors ça semble beaucoup, mais attention, puisque 2015, on comptabilise différemment. Et puis
dans ces chiffres, il y a également les personnes victimes de violences intrafamiliales. Or, on le sait, il y a eu des campagnes de médiatisation à ce sujet. Ça a provoqué une augmentation des plaintes. C'est exactement la même chose pour les personnes victimes de violences sexuelles. Ça a augmenté, ça a doublé en seulement 5 ans. Pardon. On est passé de 26 000 à 53 000. Mais là aussi, eh bien, il y a eu une médiatisation. On a notamment beaucoup incité les femmes à porter plainte. Quand on regarde un autre indicateur, celui des homicides par exemple, eh bien, la courbe elle est relativement stable. Elle a même tendance à baisser dernièrement. Mais là aussi, il y a un biais méthodologique avec notamment des requalifications. On le voit, certaines courbes augmentent, d'autres baissent. C'est le cas par exemple des vols avec armes. Vous le voyez, ça a été divisé par 2 en seulement 10 ans. En fait, c'est très difficile de tirer des conclusions exactes quand on voit ces courbes, puisqu'à chaque fois on parle de plaintes, on parle d'enregistrement de faits, mais il y a également toute la partie immergée de l'iceberg, évidemment, avec toutes ces victimes qui ne portent pas plainte. Merci beaucoup, Nivine William-Molinier. On a une idée justement de la masse immergée de l'iceberg. Et vous diriez quoi? Vous tranchez comment entre l'insécurité et le sentiment? Il y a le sentiment d'insécurité qui est un chiffre, enfin un calcul qui était fait par l'ONDRP et l'INSEE, qui couple à la fois le recensement des crimes et des délits avec un sondage. Du coup, ce qui donne ce mot de sentiment d'insécurité. Quand on le regarde au fil des ans, on se rend compte que ce sentiment d'insécurité reste globalement stable. En revanche, dans le détail, et c'est ça qui est intéressant, c'est que ça se déporte, il augmente en périphérie des villes, dans les campagnes. Ça veut dire qu'il y a plus de gens aujourd'hui qui se sentent en insécurité qu'avant. Christophe Rouget, vous qui le vivez au quotidien, tous les policiers le vivent au quotidien, quand ils ont entendu cette expression du sentiment d'insécurité, ils l'ont vécu comment? L'insécurité, ils la voient au quotidien, les policiers, mais ils savent que aussi les Français la voient. Parce que ce n'est pas un sentiment, c'est une atmosphère de sécurité aujourd'hui. Des femmes ne s'habillent plus comme elles veulent pour sortir. Des gens changent leurs habitudes pour ne pas sortir le soir parce qu'ils ont peur d'être agressés. Il y a une peur intégrée, quoi. Il y a une peur intégrée et donc c'est pour ça que les Français demandent cette sécurité. C'est pour cette raison que le 19, donc nous organiserons à Paris cette marche citoyenne pour que les gens viennent soutenir leur police républicaine. Ils ont besoin de sécurité et il nous faut un Beauvau de la sécurité qui mette des moyens sur la table, de grandes réformes de la police nationale, de la formation pour avoir des gens de qualité, des effectifs effectivement, une réponse pénale et tout ça, il faudra que les pouvoirs publics, le président de la République en prennent conscience. Parce que c'est vrai qu'il y a souvent ce sentiment que le travail des policiers, et quand les caméras viennent, on montre des choses et qu'en réalité derrière il ne se passe pas grand-chose. C'est un peu ce qu'on a vécu par exemple à Montpellier il y a quelques semaines. Le président Macron est allé sur un point de deal et écoutez à ce moment-là son échange avec la population sur place. Typiquement, là où on va, vous voyez, il y a eu l'efficacité d'une politique pour démanteler justement des points de deal. Et puis il y a un partenariat qu'on est en train de construire avec la ville qui est très efficace. Et donc c'est l'illustration d'une politique à la fois de prévention et de traitement de la délinquance. Et on met des moyens et on a des résultats. Voilà, ça c'est donc il y a quelques semaines, sauf qu'aujourd'hui dans le Figaro, ils sont retournés sur ce point de deal à Montpellier pour constater que le chef de l'État est passé, mais que les trafiquants, eux, sont restés, qu'ils étaient revenus juste après. C'est comme ça que ça se passe, Christophe Rouget? On a l'impression que c'est une guerre, si effectivement le mot est approprié, vous allez me dire ce que vous en pensez, c'est une guerre qui n'est pas gagnable quand on voit ça. C'est une guerre qui est difficilement gagnable parce que c'est tout un travail de la société, sanitaire, sociale, si on veut résoudre ce problème. Mais vous voyez, le président de la République, il était à Montpellier, il a annoncé aussi une école de guerre pour la police nationale. Il avait déjà prévu de faire une académie de police dans sa précédente campagne. Et donc aujourd'hui, les policiers, ils attendent pas que des mots des politiciens. Ils veulent que les politiciens ils résolvent les maux de notre société, mais ils veulent aussi des actions. Cette académie de police, cette école de guerre qu'il a annoncée, qu'on la fasse. Qu'on fasse ce qui est prévu pour résoudre les problèmes de sécurité. Est-ce que Perrine Saleh, vous pensez qu'au moins le drame d'hier pourra permettre de donner davantage conscience aux Français des risques que prennent les policiers dans leurs interventions au quotidien après les images et les débats sur la violence policière dont on a entendu parler ces derniers mois et ces dernières années? Alors, il y a eu un très récent sondage qui a été publié d'ailleurs par le ministère de l'Intérieur qui date du mois de mars 2021. Ce sondage-là précise qu'effectivement les citoyens français savent les risques qui sont pris dans leur immense majorité. Dans leur immense majorité, mais non seulement ça, mais que les policiers font un métier risqué, dangereux et qu'ils sont là pour les protéger et au péril de leur vie. Donc je pense que ça, la population française n'a pas besoin qu'on la lui rappelle. Le point qui est important, c'est qu'effectivement, il y a cette prise de conscience qu'aujourd'hui,
tout policier peut tomber. Et qu'il ne tombe pas parce qu'il y a un risque inhérent au métier, mais qu'il tombe parce qu'il y a une haine du flic. Et que cette haine-là les vise directement parce qu'ils sont flics. Et c'est bien ça qui est à différencier du risque inhérent du métier et de cette volonté de tuer parce qu'il est identifié comme tel. Pour parfaire un petit peu ce sujet-là, il faut bien se rappeler que les fonctionnaires de police sont victimes de 80 faits d'agression par jour, Oui. qu'ils sont extrêmement victimes de blessures en service, qu'aujourd'hui, on a en 2021 4 fonctionnaires de police qui sont morts en service. Donc aujourd'hui, c'est un appel effectivement aux actes qui doivent être pris, et je rejoins complètement M. Rouget là-dessus, sur le simple fait qu'il faut des actes véritables et pas une tenue inifugée après les événements de Viry-Châtillon. Et en attendant les actes à grande ampleur, il y a la traque qui se poursuit du côté d'Avignon, traque sur laquelle on va revenir dans le journal tout de suite.